Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. L'otage français Serge Lazarevic, libéré hier au Nord Mali, a été reçu dans la soirée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, au palais de la présidence avant de s'envoler pour Paris où l'attendaient les membres de sa famille et les autorités françaises. Suivant l'intervention du chef de l'État, président de la République, à cette occasion. Depuis le 9 décembre, d'avoir plus de citoyens détenus par les groupes terroristes. Une victoire de la France sur les terroristes, soulignent certains experts. Pourtant, il y a moins d'un mois, l'idée que Serge Lazarevic serait libéré plus vite était pour certains, y compris dans l'opinion française, un leurre. La victime même n'y croyait pas. En témoigne son message de désespoir adressé aux autorités françaises le mois précédent. La libération de Serge Lazarevic, en plus d'être une preuve patente que la diplomatie nigérienne gagne en crédibilité, a le mérite de redonner espoir aux Occidentaux et Américains détenus aux quatre coins du monde. Répandue comme une traînée de poudre et relayée par les médias internationaux, la libération de Serge Lazarevic n'a été possible que grâce à l'intervention et du dynamisme de la diplomatie nigérienne. L'ex-otage a reconnu en substance ce dynamisme lors de sa rencontre avec le président de la République, où il disait « Je salue les autorités nigériennes ainsi que tous les acteurs qui ont participé d'une manière ou d'une autre ». Avec Serge Lazarevic, le Niger sauve ainsi 5 Français des mains des groupes terroristes en 2014. Niamey est donc en passe de devenir un carrefour de dénouement heureux des situations complexes. Le Niger pourra-t-il ravir la vedette au Burkina Faso? On est tenté de répondre par l'affirmative. En tout cas, Issoufou Mahamadou lui reconnaît en accueillant Serge Lazarevic le professionnalisme, le courage et le dynamisme des hommes et les femmes qui animent la vie sociopolitique du Niger. Je suis heureux d'accueillir Serge Lazarevic, de l'accueillir libre après plus de 3 ans d'épreuve, après plus de 3 ans de détention. Sa libération vient s'ajouter à la libération des 4 otages dits d'Arlit, libération intervenue, comme vous le savez, le 29 octobre 2013. Dans les 2 cas, je dois dire que le Niger a joué un rôle central, le Niger a joué un rôle important. Et le mérite revient à une équipe compétente que j'ai mise en place, à laquelle j'ai confié cette mission dangereuse. Et parmi les membres de cette équipe, il y a bien sûr le ministre Mohamed à côté, dont la connaissance du terrain et des hommes a été déterminante. Il y a aussi le général Coré. Il faut dire aussi que la libération de Serge Lazarevic n'aurait pas été possible sans la contribution du président du Mali, avec lequel j'ai travaillé en étroite collaboration depuis près d'1 an. Parce qu'il faut en effet dire qu'il y a de cela 1 an, c'était au mois de décembre 2013, plus précisément le 6 décembre, que le président François Hollande, en marge du sommet sur la sécurité, du sommet Afrique-France sur la sécurité, m'a demandé, comme il a été encouragé par le succès de la libération des otages d'Arlit, il m'a demandé de poursuivre les démarches afin d'aboutir à la libération de Serge Lazarevic. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voudrais le féliciter d'être libre enfin après cette dure épreuve. Et je voudrais féliciter également le président François Hollande et le peuple français. Vous venez là de suivre l'intervention du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, suite à la libération de l'otage français Serge Lazarevic. Eh bien, je vous propose de suivre à ce propos toujours l'édito que vous propose la rédaction du groupe Dunia. D'abord, c'est la fierté d'être nigérien. Hier, c'était Thierry Doll, Daniel Larib
Pierre Legrand et Marc Ferré. Aujourd'hui, c'est Serge Lazarevic qui est libre et bien libre. C'était le dernier otage français au monde quand le président Issoufou Mamadou affirmait lors de la visite du Premier ministre français au Niger qu'il était optimiste. Quant à la libération de Serge Lazarevic, certains étaient sceptiques, mais Olivier de Sardin, chercheur français, lui était confiant. Il affirmait que les dirigeants nigériens ont une excellente connaissance de la situation régionale, de la question du Nord, de la question touareg, du problème sécuritaire et des enjeux de développement de la zone. Ce sont eux et qui aujourd'hui ont de loin la vision la plus claire de la crise. Ils sont les plus lucides et les plus déterminés. De Sardin faisait sans doute allusion au président Issoufou Mamadou, car il y a eu des moments où la myopie de nombreux analystes n'a pas pris au sérieux les négociations du Niger. C'était un défi que devait relever le président Issoufou pour deux raisons. D'abord, parce que le président Issoufou tenait à sa parole. Ensuite, parce que le Niger était engagé et déterminé pour sortir un pays ami de cet imbroglio. Informé de la libération de Serge Lazarevic, le président François Hollande a présenté toute sa gratitude au président Mamadou Issoufou, dont il salue l'engagement personnel. Nous sommes aujourd'hui certains que l'aura et l'image du chef de l'État nigérien prend de plus en plus de relief tant sur le plan national qu'international. Ce qui va frapper l'opinion mondiale, c'est d'abord comment le chef d'État d'un pays pauvre a pu faire libérer ses otages. Ce résultat est la constance dans ses négociations efficaces mais discrètes du président Issoufou. L'expérience nigérienne en matière de négociation peut être un tremplin pour les autres pays. En tout cas, l'engagement du chef de l'État nigérien a largement contribué à libérer l'otage français, Serge Lazarevic. La vision véhémente du magistrat suprême du Niger au cours de ces négociations a dissipé toute ambiguïté quant à l'efficacité de la diplomatie nigérienne. Toutes les félicitations. Toutes les félicitations. Toutes les félicitations. Merci. Ça va votre santé? Ça va. Ça va, ça va. Ça a été plus bas, je sais. Toutes les félicitations. Suite toujours à la libération de l'otage français en captivité depuis 3 ans par AQMI, Serge Lazarevic, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Bazoum, était l'invité de Radio France Internationale. Bazoum Mohamed s'est prononcé sur la libération de cet otage français, le dernier resté en captivité dans le monde. Écoutez. Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Quelle est votre première réaction? Écoutez, nous sommes animés par un sentiment de soulagement. Je suis très heureux de voir quelqu'un promis à une mort pratiquement certaine, renouveler sa liberté et renouer ainsi avec la vie. Il avait l'air radieux, tout sourire, malgré évidemment les 20 kilos qu'il avait perdus. Oui, il dit qu'il a perdu 20 kilos, il devait être bien colosse. Hein. Il a l'air plutôt en forme. Hein. Vous l'avez trouvé comment sur le plan physique? Alors, sur le plan physique, on n'a pas l'impression que c'est de l'épreuve qui a été la sienne pendant 3 très longues années. C'est difficile. Il a tenu le coup, hein? Il me semble qu'il a bien tenu le coup, en effet. Alors, c'est le président Issoufou qui a appelé ce mardi matin le président Hollande pour l'avertir de la libération de Serge Lazarevic. Comment ça s'est passé? Ça fait déjà une année, c'est-à-dire le 6 décembre dernier, à l'occasion du sommet de Paris sur la sécurité, on a appris que le président Hollande avait demandé au président Issoufou de s'occuper de son cas lui aussi, après le succès qu'il avait eu dans la libération des otages d'Arlit. Et c'était depuis lors que le président Issoufou a mis en place son équipe et lui a confié cette mission. Mohamed à côté, ses amis se sont déplacés, m'a-t-il dit, 9 fois dans des conditions toujours très difficiles, parfois périlleuses même. Et c'est à l'issue de cette 9e mission qu'ils sont revenus avec l'otage. Alors, c'est le fruit du travail d'une équipe très expérimentée. Oui, à mon avis, si le travail de cette équipe a chaque fois été couronné de succès, cela tient principalement à sa connaissance du terrain et des hommes qui servent d'intermédiaires même pour eux. Et cela tient aussi à la confiance que cette équipe a toujours inspirée à ses partenaires.
Le président Issoufou, même s'il n'est pas un ami des terroristes et des preneurs d'otages, qu'il a toujours combattu, et cela est su de tous, restait à leurs yeux un homme respectable. Et lorsqu'il a été avec eux dans une relation de partenariat contraint, comme c'est le cas chaque fois, cela a donné lieu à un succès au travail entrepris par les équipes qu'il a mises en place. Est-ce que ça tient aussi au fait que Mohamed Akoté est un Touareg comme les ravisseurs? Oui, Mohamed Akoté est un Touareg Iforas qui a beaucoup de parents, on va dire, beaucoup de connaissances à Kidal. Et ce sont ces personnes-là qui ont des contacts, qu'on le veuille ou pas, avec ATMI, qui connaissent les différents acteurs et qui lui ont facilité sa mission. Je crois qu'il a su utiliser les bonnes personnes pour accéder à ceux qui prennent les décisions. Alors à côté de Serge Lazarevic tout sourire, ce mardi soir à la présidence à Niamey, on a vu bien sûr le président Mahamadou Issoufou, on a vu le Touareg Mohamed Akoté, et puis on a vu aussi, je crois, le général Coré, c'est ça, le chef des services de renseignement? Oui, tout à fait. C'est l'institution qui s'est occupée de cette mission à chaque fois que le président avait décidé de faire ce travail-là. Et alors, le président a remercié son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa contribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la libération de cet otage n'aurait pas été possible si les services du Mali et du Niger n'avaient pas travaillé de concert et si le président Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas été tout aussi engagé que le président Issoufou, tout simplement. Quelques jours avant cette libération, les deux ravisseurs présumés de Serge Lazarevic et Philippe Verdon ont été relâchés par les autorités maliennes. Tout le monde pense évidemment qu'il y a une relation entre les deux événements, non? Oui, j'ai entendu ça, j'ai lu ça dans la presse, mais je ne suis pas au fait des détails de la procédure en vertu de laquelle tout cela a été possible. Et François Hollande a salué l'engagement personnel d'Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, tout à fait. Peut-il y avoir libération sans le versement d'une rançon? Je n'en sais rien, vraiment. Ce n'est pas des questions dont je m'occupe particulièrement. Mohamed Bazoum, pourquoi est-ce de plus en plus par le Niger que sont libérés les otages enlevés au Nord Mali? Parce que tout simplement, ils sont détenus par des personnes avec lesquelles des Nigériens comme Mohamed Akoté sont en mesure d'avoir des contacts susceptibles de déboucher sur de bons résultats. Nous devons à notre stabilité, qui est le résultat d'une gouvernance conçue principalement par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, de pouvoir prendre des engagements et de les accomplir. Il y a une famille qui doit souffrir particulièrement aujourd'hui, c'est celle de Philippe Verdon, l'autre otage, celui qui a été tué. Que dites-vous à sa famille? Oui, en effet, j'avais moi aussi un pincement au cœur et je me disais que Philippe Verdon aurait pu être hier soir sur le perron de la présidence de la République du Niger avec son ami Lazarevic. Et peut-être que l'émotion que j'ai éprouvée de penser à lui aujourd'hui est plus forte que celle que j'ai ressentie lorsque sa mort avait été annoncée. Et j'imagine que c'est le cas de sa famille, à qui je pense en effet et à qui je présente mes condoléances. Mohamed Bazoum, merci. Sur un tout autre plan, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne a procédé cet après-midi au lancement de la session d'information sur l'appel à proposition de l'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme. Objectif, agir ensemble à l'amélioration des droits humains. Moudi Moussa et Sambozamo. C'est par la tenue de cette session d'information sur l'appel à proposition de l'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme IEDDH que la délégation de l'Union européenne au Niger a tenu à marquer la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Une journée marquant le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, texte qui proclame sans embâche l'égalité de tous les citoyens en droit. En effet, dans le sillage de la deuxième des peuples s'est avéré d'une indispensable nécessité, tant le souci était grand, de prévenir la perpétration de futures atrocités, de protéger l'humanité et de préserver la dignité de tous les peuples.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, est donc venue consacrer définitivement l'idée, tout à la fois simple et puissante, que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ainsi, entre 2007 et 2013, l'instrument pour la démocratie et les droits humains a permis de débloquer plus d'1 milliard d'euros pour soutenir des projets visant à promouvoir la démocratie participative, défendre les libertés d'association et de réunion, ou encore à renforcer l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Environ 1,2 million d'euros, soit 787 millions de francs CFA, ont déjà été investis depuis 2012 au Niger, à travers 2 appels à propositions de l'instrument européen des droits de l'homme, couvrant un total de 10 projets financés en faveur de la lutte contre le mariage précoce et forcé. Donc, la protection de l'enfance vulnérable, le droit et l'accès aux services de santé de base, le suivi et l'analyse citoyenne de processus budgétaires des collectivités, le droit à l'information et à la liberté de presse, le droit à l'éducation de base, notamment pour les populations les plus vulnérables. C'est dans ce cadre qu'au Niger, la délégation de l'Union européenne a lancé un 3e appel à proposition de l'instrument européen des droits de l'homme d'un montant total de 600 000 euros, environ 394 millions de francs CFA. Le directeur du cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a, en procédant au lancement de la présente session, vivement salué les efforts multiformes déployés par l'Union européenne, notamment pour promouvoir et protéger les droits humains au Niger. La communauté internationale commémore aujourd'hui le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 66 ans donc que tous les pays du monde, ou en tout cas une grande partie des pays du monde, célèbrent ce que un auteur français a appelé la plus grande valeur ajoutée des organisations internationales. Cette valeur ajoutée, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de droits de l'homme. Et ces droits de l'homme sont multiples. Et tous les gouvernants, en tout cas une grande partie des gouvernants du monde, font de leur mieux pour faire reconnaître aux populations, aux laborieuses populations, ces droits de l'homme. Mesdames et messieurs, je ne voudrais peut-être pas être long. Après l'argumentation on ne peut plus pertinente de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, après tout ce qu'elle a dit, je ne saurais peut-être que le répéter. Et tout ce que je pourrais vous dire, n'est-ce pas? En tout cas, je déclare lancer cette réunion d'information et souhaite à ce que beaucoup de dossiers que vous allez soumettre après, n'est-ce pas, puissent être retenus. L'appel à proposition de l'instrument de la démocratie et les droits de l'homme à objet de la présente session d'information ouverte par la délégation de l'Union européenne au Niger se focalisera ainsi sur 2 priorités thématiques que sont l'amélioration des conditions de vie dans les prisons et la promotion ainsi que la protection des droits, y compris les droits sociaux, économiques et culturels des femmes, des enfants et des jeunes. C'est donc ce jour qu'est commémoré le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une cérémonie officielle organisée dans le but de renforcer les droits humains dans le monde et placée sous le thème « Les droits 365 jours par an ». Aïssa Ibrahim et Ibrahim Di. Ce 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est un appel à la responsabilité des États et des populations à mettre tout en œuvre pour garantir la jouissance de tous les droits pour tous à tout moment et sans discrimination aucune conformément aux engagements internationaux. Il rappelle également l'engagement des Nations Unies à travailler auprès des gouvernements et des populations pour traduire en réalité les principes énoncés par cette déclaration adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Pour ce faire, à travers l'initiative Les droits humains avant tout, évoquée tantôt,
l'ONU compte mettre à profit toute l'étendue de son mandat pour aider à protéger les personnes à risque ou victimes de graves violations des droits humains et du droit humanitaire. Il convient de rappeler la maxime selon laquelle il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix. Il ne peut y avoir ni paix ni développement sans le respect des droits humains. En effet, lorsqu'il y a des violations graves des droits de l'homme, les résultats sont dévastateurs, non seulement pour les individus, mais aussi pour le développement économique et social de l'ensemble de la communauté. Le thème de réflexion retenu cette année par les Nations Unies pour célébrer cette date historique est intitulé « Droits de l'homme 365 jours ». Une façon de dire que le respect des droits humains doit être quotidien. Les droits de l'homme sont la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble que nous appartenons à une même famille, la communauté humaine. Les droits de l'homme ne sont pas spécifiques à un pays ou à une culture. Ils ne sont pas non plus propres à une époque ou à un groupe social. Ce sont des droits universels inaliénables de toutes les personnes, partout et à tout moment, pendant les 365 jours de l'année. Mesdames et messieurs, le Niger, pays épris des valeurs communes des droits de l'homme, s'est engagé dès son accession, dès son accession à l'indépendance, à asseoir une pratique et une culture des droits de l'homme qui s'est renforcée au cours de ces dernières années par des réformes substantielles sur les plans normatifs et institutionnels. Il est de la responsabilité de toutes les collectivités et tous les citoyens d'œuvrer pour la promotion de la protection des droits humains, car la réalisation des droits de l'homme est une œuvre collective qui s'étend sur les 365 jours de l'année. Il est nécessaire de concrétiser les préceptes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Commission nationale des droits humains, quant à elle, la CNDH, a commémoré à Maradi ce 66e anniversaire de la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les activités commémoratives ont donc été lancées par le président de la dite institution au conseil de ville de Maradi, Alzouma Seyni Soumaïla. Après Tilaberi l'année dernière, c'est au tour de la région de Maradi d'accueillir les activités commémoratives de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'occasion du lancement présidé par le président de la Commission nationale des droits humains, plusieurs allocutions étaient au programme. D'abord, le mot de bienvenue du secrétaire général de la mairie de Maradi, puis le gouverneur qui s'est réjoui du choix de sa région pour la célébration du 106e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le président de la Commission nationale des droits humains, professeur Khalid Igrit, a dans son discours rappelé que 106 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, beaucoup reste à faire pour un monde en paix. Au Niger, l'année 2014 a été particulièrement marquée par une série d'événements dramatiques, attentatoires aux droits humains qui restent encore gravés dans l'esprit des Nigériens. Rappelons à cet effet les pertes en vies humaines dans la région d'Agadez, le département de Ouala, la ville de Niamey et la mort tout récemment de 35 migrants sur l'axe Arlit à Samarkand. Je tiens à renouveler ici nos condoléances attristées à toutes les familles éplorées et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le contexte géopolitique du Niger sur le plan sécuritaire n'est pas des plus faciles et reluisants, car entouré par des pays en instabilité permanente. Par conséquent, nous devrons tous répondre à ces défis sans réserve ni restriction pour asseoir les bases solides du respect des droits humains, la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, seule arme susceptible de faire face à toute adversité. Avec pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme au Niger, la Commission nationale des droits humains a lancé cet appel au peuple nigérien. En cette journée mémorable de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous invitons
les populations nigériennes à faire au quotidien de l'éducation aux droits de l'homme, à la paix et à la sécurité, une véritable priorité à tous les niveaux. Durant 5 jours, plusieurs activités seront menées dans la ville de Maradi. Je souhaite que la population y prenne massivement part et que les discussions servent à faire avancer les droits de l'homme dans notre pays, car ils sont le ciment de la solidarité, de la responsabilité citoyenne et de l'édification de la démocratie. Pendant 5 jours, la Commission nationale des droits humains organise dans la ville de Maradi 5 conférences débats sur les droits de l'homme et effectuera des visites au tribunal de grande instance et au centre hospitalier régional de Maradi. Notons que le président de la Commission nationale des droits humains est accompagné de l'ensemble des commissaires nationaux des droits de l'homme, des cadres et points focaux de la Commission nationale des droits humains. Les travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'élevage des États membres de l'espace UEMOA ont donc débuté hier sur la sécurité alimentaire. C'était au Palais des Congrès de Niamey. L'objectif de cette rencontre est d'analyser la situation de la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. Alimato Abdou. Cette troisième réunion au titre de l'année 2014 des ministres de l'Agriculture et de l'élevage des États membres de l'espace UEMOA est un cadre d'échange sur la situation de la sécurité alimentaire. Elle se tient en prélude au Conseil des chefs d'État de l'UEMOA prévu en mars 2015. Au cours de cette réunion, il sera question d'examiner et d'adopter le rapport de la réunion des experts tenus du 8 au 9 décembre dernier, ici même à Niamey, d'analyser la situation sécuritaire de la sous-région et d'adopter un communiqué final. Dans son discours, le commissaire de l'UEMOA a réaffirmé la disponibilité de sa commission à accompagner les États membres dans la mise en œuvre des chantiers liés à la promotion de la sécurité alimentaire et annonce par la même occasion la finalisation du programme décennal communautaire de transformation agricole de l'Union qui sera très bientôt mis à l'appréciation des ministres. La situation alimentaire et nutritionnelle de la région que je viens d'aborder, Monsieur le ministre d'État, nous interpelle à plus d'un titre, non seulement pour un besoin de renforcement des dispositifs de suivi, mais aussi et surtout de mise en place des leviers indispensables pour lesquels nous devons agir à court, moyen et long terme pour éradiquer définitivement les maux de la région. Encore une fois, je voudrais rassurer les ministres ici présents de la disponibilité de la Commission de l'UEMOA à accompagner les États membres. Procédant à l'ouverture des travaux de la réunion, le président du Conseil des ministres de l'espace UEMOA a, après avoir rappelé les différentes recommandations des échanges des réunions précédentes, signalé que la présente rencontre sera mise à profit pour jeter un regard critique sur l'état de la situation agricole de la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui doit véritablement être mise à profit, je l'espère, pour jeter un regard critique sur l'état de mise en œuvre de nos propres engagements et analyser sans complaisance la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle qui prévaut dans la région en vue de dégager les voies et moyens de sa consolidation. Nous devons en outre prendre les dispositions nécessaires pour nous approprier le programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture de l'Union, dont la mise en œuvre permettra de réaliser la sécurité alimentaire à travers le développement des chaînes de valeur et l'amélioration de l'accès au marché des exploitations familiales. Les recommandations qui seront issues de cette réunion permettront aux États membres de l'espace UEMOA de relever les défis liés à la sécurité alimentaire de la sous-région. L'Association internationale des étudiants en agronomie et sciences connexes du Niger a animé hier un point de presse. Il s'agit d'informer l'opinion publique de la tenue du Congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes, un congrès qui se tiendra ici même à Niamey du 15 au 20 décembre prochain. Omar Hamma, Ibrahimidi. Ce point de presse, organisé par l'Association internationale des étudiants en agronomie et sciences connexes du Niger,
s'inscrit dans le cadre de la tenue à Niamey du 15 au 20 décembre prochain de deux grands événements. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le Congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes, un congrès qui se tiendra autour du thème « Sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique ». Défis actuels, opportunités et perspectives. Le président de la dite association a rappelé les objectifs visés à travers cette initiative. Cette activité rentre dans le cadre des principales activités organisées par l'Association internationale des étudiants en agronomie et sciences connexes, en abrégé IAS, afin de renforcer davantage les liens socio-culturels, scientifiques et professionnels entre les étudiants en agronomie et sciences connexes de l'Afrique et du monde, de réunir les étudiants en agronomie et sciences connexes de l'Afrique autour d'un sujet d'intérêt en matière de développement agricole et de faire découvrir les potentialités agricoles nigériennes, touristiques et culturelles aux différents participants. L'objectif visé à travers le présent thème est de trouver des éléments de réponse aux questions suivantes. Comment assurer la disponibilité, la durabilité et la qualité de l'alimentation? Comment promouvoir la recherche agricole et le développement technologique? Comment promouvoir l'éducation agricole et le financement de l'agriculture? Comment préserver l'utilisation durable des terres et des autres ressources environnementales? Et comment améliorer et promouvoir la transformation des chaînes de valeur? Et comment promouvoir la transformation agroalimentaire et la commercialisation? Mais la vraie question toutefois demeure la suivante. Quels sont les enjeux que l'Afrique doit relever pour une agriculture durable et performante? Une agriculture qui satisfait aux attentes de l'autosuffisance alimentaire, de la croissance et du développement visés par les pays africains. Les différentes communications, nous l'espérons, autour du thème permettront aux participants de s'informer sur les enjeux, les défis, les opportunités et perspectives sur les questions de sécurité alimentaire et de développement agricole. Cet événement est parrainé par le Premier ministre du Niger qui entend ainsi accompagner les étudiants dans la promotion du développement agricole. Cette rencontre verra la participation de plusieurs délégations d'étudiants issus de plusieurs pays d'Afrique. L'atelier de formation sur la communication non violente et les techniques de plaidoyer pour la prévention et gestion des conflits organisé par WANEP Niger en partenariat avec le PNUD et la coopération japonaise à l'endroit des organisations des femmes du Niger a pris fin cet après-midi après 3 jours d'intenses travaux. Le compte-rendu est signé Murtala Zoubairou et Imran Maïga. Les participantes à l'atelier de formation relative aux thématiques de la prévention, du maintien, de la consolidation de la paix et des techniques de plaidoyer pour la gestion et résolution des conflits après 3 jours d'intenses travaux, l'atelier a formulé des recommandations. Compte tenu de l'importance du thème de la formation, ayant pour thème la communication non violente et les techniques de plaidoyer, la prévention et la résolution des conflits au Niger, les participants font les recommandations suivantes. Accorder un temps plus long pour la formation en vue d'approfondir les notions y afférentes et surtout les jeux de rôle. Ajouter aussi la notion de négociation, thème pouvant être très important pour les femmes. Le président du conseil d'administration du WANEP Niger, dans son discours de clôture, a promis que les recommandations sorties de cet atelier seront mises en œuvre avant d'appeler les uns et les autres vers ce processus d'une paix inclusive et durable. La participation égale des femmes et des hommes au processus de paix contribue à une paix plus inclusive et durable. Elle renforce la légitimité de l'État et augmente les fondements économiques de la paix. Une plus large participation des femmes dans les processus de négociation de la paix assure une plus grande appropriation du concept de paix par toute la communauté, créer un environnement favorable à la promotion d'une meilleure mise en œuvre de l'accord de paix qui en résultera et augmente la probabilité d'améliorer les conditions de vie des femmes. Pour les participantes, cette formation vient à point nommé et mettront à profit les acquis. C'est toujours une satisfaction pour nous de participer à ce genre de formation qui vient renforcer nos capacités en matière de prévention et de consolidation et de maintien de la paix. Ce sont des thématiques qui nous intéressent et nous allons les utiliser en tant que Nigériennes au sein de nos structures pour apporter notre contribution dans les questions de règlement
et de prévention et de consolidation de la paix. Cet atelier va permettre à contribuer à l'amélioration de l'efficacité des organisations des femmes travaillant sur les questions liées à la violence à l'égard des femmes et l'impact genre des conflits, instabilité politique, ainsi que l'accès des femmes à tous les niveaux dans le processus de planification au Niger. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la HALCIA a organisé hier une conférence à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Une initiative qui vise ainsi à outiller les futurs hommes de médias sur le rôle que peut jouer leur secteur dans la lutte contre la corruption. Seyni Mekido et Jamilou Mourou. Il s'agit de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA, de s'entretenir avec les futurs hommes de médias sur le rôle que peuvent jouer les médias dans la lutte contre la corruption. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC ont été tout d'abord édifiés sur les approches juridiques et institutionnelles de la corruption par le magistrat Ali China Amadou. La définition juridique de la corruption, elle se définit comme étant un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu. Elle est à l'inverse dite active lorsqu'elle est le fait du corrupteur. Elle peut être qualifiée de grande ou petite selon que ce soit une personne hautement placée ou un montant exorbitant. Des écrits que vous faites ou dans le cadre du traitement de l'information, de l'information que vous envoyez vers l'opinion, cela participe, vous jouez un rôle essentiel dans le sens où pour nous, acteurs de la justice, lorsque un journal insiste sur une affaire, il oblige le parquet, qu'il le veuille ou non, à investiguer. Ensuite, sur le thème proprement dit par Seydou Arji. En dehors du travail que les médias font pour dénoncer les cas de corruption, il faut parler de la corruption comme phénomène aussi auquel les médias n'échappent pas. Parce que nous avons l'habitude de critiquer les autres. Il faut aussi que nous voyons aussi à notre sein quelles sont les pratiques corruptives. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'avant de regarder la porte de quelqu'un, il faut balayer devant chez vous. Donc, le respect de l'éthique et de la déontologie est très important si on doit lutter contre la corruption. Les étudiants de l'IFTIC ont vivement salué cette initiative de la HALCIA. C'est un très bon thème et la HALCIA aussi a bien choisi ce thème de venir ici à l'IFTIC même, de nous donner cette formation en tant qu'étudiants, les futurs journalistes. Parce que tout le monde, quand il voit un journaliste, il le prend comme un corrompu. Alors que le journaliste, il doit vraiment relever ces défis en évitant la corruption, en bannissant cette corruption, tout en respectant vraiment le code de l'éthique et de la déontologie. En respectant ce code, le journaliste, il connaît ses droits et ses devoirs. Là, il va travailler pour le pays. Parce qu'un journaliste, le journalisme, c'est un métier noble. Si tu t'engages, tu vas servir le pays, pas pour quelqu'un. La personne vraiment doit éviter toutes sortes de pratiques corruptives. À travers cette conférence, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA compte rompre la chaîne de la corruption en milieu scolaire en rappelant aux étudiants de l'IFTIC de se conformer au code d'éthique et de la déontologie dans la vie professionnelle afin d'éviter toute forme de corruption. Les activités commémorant le 20e anniversaire de Nigerlais SA se poursuivent avec la série de visites des étudiants des écoles de santé dans la chaîne de production de Nigerlais SA. Une visite guidée par la présidente directrice générale de la dite société, Youssouf Omar Issa Hassan. Voilà les poumons de Nigerlais SA. C'est dans ces locaux que tout se passe. Le lait, quand il rentre dans la chambre de pasteurisation, parce que c'est cette boucle
qui permet de ne pas dénaturer la qualité nutritive. De la vérification du lait à sa transformation jusqu'à sa conservation, toute la chaîne de production de l'usine a été visitée par les étudiants des écoles en santé. Après visite, s'en est suivi des ébahissements. Impressionnés. Ils n'ont rien à envier aux installations industrielles en Europe, aux États-Unis, en Chine. En tout cas, c'est des installations de dernière minute. Nous sommes beaucoup impressionnés. Depuis l'accueil du produit, le traitement, la conservation, le transport, ils ont mis toutes les conditions en œuvre pour que la qualité soit quoi. C'est la qualité. Qualité numéro 1. Rien à dire. Je peux dire que je suis satisfaite à 100% parce qu'on sent qu'il y a bien sûr, ils se basent plus spécifiquement sur l'hygiène. Il y a vraiment de l'hygiène dans leurs produits et là maintenant je peux dire qu'à la sortie je vais vraiment sensibiliser les autres pour continuer à prendre les produits Nigerlait. La présidente directrice générale de Nigerlait SA s'est aussi entretenue avec les étudiants sur son parcours. Un parcours impressionnant qui a commencé dans un garage de 20 mètres carrés. Nigerlait était donc dans un garage de 20 mètres carrés. Aujourd'hui, il est dans son propre quartier. Épartés par cela, les étudiants ont demandé à la présidente directrice générale quel est son secret de réussite. Elle leur répond en ces termes. Mon ambition était de mettre à la disposition de la population nigérienne et du Niger un outil qui va en faire une valeur, une référence. Et ça, le pari est gagné. Donc c'est ça le secret. Ne vous laissez pas divertir. Quand vous avez une ambition ou quand vous êtes sur un chemin, gardez la tête froide. Quand vous vous êtes tracé les grands axes de votre ambition, vous ne bougez plus. Voilà le secret, c'est la conviction de réussir et la conviction de ses ambitions. Tout au long de cette journée de ce mercredi, Nigerlait reçoit des invités, notamment la société civile. Ils auront la chance de contempler les merveilles de la société en ces moments de commémoration du 20e anniversaire de Nigerlait SA. Le programme LAHIA de l'ONG Save the Children a fait un don de matériel sanitaire à l'hôpital du district du département d'Agué. Un don d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA pour renforcer la capacité du dit centre de santé. Alzouma Seni Soumaïla. La remise officielle de matériel au district sanitaire d'Agué par l'ONG internationale Save the Children à travers son programme LAHIA est au cœur de cette cérémonie organisée dans les locaux du dit district sanitaire. De par son rôle dans la réduction de la malnutrition, le changement social et de comportement, l'amélioration des pratiques en matière de santé et de nutrition et d'hygiène, Save the Children a décidé de renforcer la capacité de ces centres de santé en mettant à sa disposition divers articles sanitaires. En 2013, Save the Children, en partenariat avec World Vision International, s'est positionné pour répondre aux préventions de la malnutrition à travers le programme LAHIA. Qu'il me soit permis de rappeler que cet appui s'inscrit dans l'objectif spécifique 1 du programme LAHIA qui vise l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, ce qui cadre parfaitement avec l'action du gouvernement de la 7e République. Cet appui en matériel sanitaire d'un coût global de 11 956 000 francs CFA renforcera les capacités de nos formations sanitaires CSI et cases de santé à être davantage opérationnelles et produire des résultats de qualité. Il est composé, entre autres, de tables d'accouchement, 9 tables d'accouchement, 3 lits d'hospitalisation, une trentaine de matelas, des tables de consultation gynéco, 11 boîtes d'accouchement, un kit de soins d'urgence pour ne citer que cela. Cet appui est le fruit d'une franche collaboration entre les autorités nigériennes et l'USAID via ce même programme LAHIA, piloté en consortium entre Save the Children et World Vision. Ce don du peuple américain vient renforcer les efforts combien louables
que déploient les autorités de la 7e République afin d'assurer un mieux-être aux populations d'Alger en particulier et celles du Niger en général. Permettez-moi de vous rappeler que les objectifs du programme LAIA sont articulés autour de la santé et nutrition avec une forte composante eau, hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire, la résilience et le genre. Les interventions de l'AIA sont d'un grand apport dans l'augmentation du taux de fréquentation des services de santé, l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé et de nutrition infantile et maternelle, et aussi globalement de la réduction de malnutrition. Elles ont permis de contribuer au changement de comportement des ménages de la zone d'intervention du programme, notamment sur certaines pratiques néfastes au bien-être des femmes et de leurs enfants. Avec cette dotation très appréciée par l'ensemble des acteurs sociaux du département d'Agué, le district sanitaire d'Agué se voit ainsi renforcer sa performance pour agir de manière conséquente au profit des populations du Les militants du parti RPRL Nakoua ont rendu publique une déclaration de soutien au président du dit parti ainsi qu'au président de la République Issoufou Mahamadou, dont ils disent saluer les différentes actions de développement entreprises pour le bonheur des populations nigériennes. La dite déclaration a donc été publiée au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Nous, membres du bureau des différents arrondissements de la communauté urbaine de Zender, déclarons ouvertement notre soutien au président du parti PRPL Bakou-Louane Nakoua, M. Aboubakar Souley Nalado, pour les efforts qu'il fournit pour l'épanouissement de la jeunesse dans la vie politique de notre pays. Nous félicitons également la présence et la motivation d'aider la jeunesse, en particulier les Nigériens en général. Nous soutenons aussi le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour les infatigables progrès qu'il est en train de mener dans notre pays, à savoir la renaissance, les infrastructures développées dans toutes les régions, la santé, la sécurité de notre pays. Vive le gouvernement, vive la MRN, vive la démocratie, vive le PRPL Nakoua, vive la jeunesse nigérienne. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.